Je m'appelle Helga Finter, je suis née à Pforzheim, où j'ai fait ma scolarité jusqu'au bac. Après, j'ai fait des études, d'études de langue romane à Fribourg, à Poitiers et à Constance. J'ai vécu en Italie, j'ai vécu à Paris pendant 4 ans et où j'ai enseigné dans différents établissements comme lecteur. Puis je suis retournée en Allemagne où j'ai enseigné d'abord dans des instituts de littérature romane. Et puis, j'ai été appelée à devenir professeure d'études théâtrales et de théorie du théâtre à l'université de Gießen, où j'ai dirigé l'institut et où je suis restée, j'ai enseigné pendant 20 ans. Je vis à Strasbourg, je suis venue à Strasbourg par amour, comme ça arrive souvent. Et je suis à Strasbourg depuis 86, mais en même temps, j'ai toujours travaillé en Allemagne, dans différentes universités, donc j'étais toujours dans les deux pays. Donc, je suis seulement, disons, alsacienne complète, depuis ma retraite. Et donc, je ne peux pas dire que je suis alsacienne. De toute façon, je me suis toujours... j'étais très rétif à l'idée d'être assignée à une seule identité. Je trouve que les identités, ça s'est fait avec la langue qu'on parle, avec la culture dans laquelle on vit. Ce qui veut dire, je suis italienne en Italie, je suis française quand je vis à Paris. Ici, je suis allemande quand je suis en Allemagne ou en anglaise dans un pays anglais. De toute façon, avec la langue, le corps change, la façon de fonctionner change, et donc c'est plutôt une... disons, c'est une richesse d'avoir la possibilité de différentes langues et aussi de différentes identités. En ce qui concerne donc la proximité avec l'alsacien, disons, ça se propose avec, disons, la première langue qui était un allemand, donc l'allemand qui était parlé à Pforzheim, une sorte de badois qui est un peu teinté déjà du souabe. Et donc, mais comme la plupart des gens qui ont une scolarité secondaire, cette langue se perd avec la scolarité parce qu'on parle un haut allemand. Et à l'université, ma première université était Fribourg, là, c'était l'affreux prussien qui dominait, et les gens qui avaient un petit accent étaient plutôt pas appréciés. Et donc, disons, moi j'ai perdu mon dialecte. D'ailleurs, je l'ai pratiquement plus parlé depuis que ma grand-mère, mes deux grand-mères étaient mortes. Et on parlait une sorte d'allemand teint
donc d'accent qui était un peu badois. Mais en même temps, ça fait cette première langue proche d'un dialecte alémanique, ça fait que, donc je comprends pour une grande partie l'alsacien, j'ai une certaine tendresse pour cette langue, mais aussi, disons, le yiddish, qui est, disons, j'ai l'impression que ce sont les mêmes strates historiques de l'allemand, qui est une sorte de Mittelhochdeutsch, avec différentes influences. Les influences, naturellement, en Alsace, sont des influences du français qui d'ailleurs fait, quand on compare l'alémanique de là-bas et l'alsacien il y a une différence d'agilité, de vitesse, de réaction qui est dans l'alsacien. C'est très influencé par le français et la façon que le français fonctionne. Donc c'est en même temps, donc il y a, on dit souvent que donc cet accent n'est pas très propice au parler français. Moi, j'ai la famille de mon mari, mais aussi beaucoup de ses amis. Ils n'ont pas appris l'alsacien justement pour pouvoir parler, disons, pour parler un français plus pur ou plus dans la... qui a l'élégance du français, la légèreté et tout ça. Peut-être je pourrais dire quelque chose pour l'accent, parce que ça c'est quelque chose qui m'a souvent intéressée, et ça m'a intéressée aussi parce que, par exemple, quand j'étais aux États-Unis, j'étais très étonnée que, disons, il n'a pas de règles vraiment pour le bien parler, ou c'est quelque chose qui est traduit et qui fonctionne par classe sociale. Et on avait l'impression que tout le monde parlait dans une façon qui était répéter la langue première de sa famille. C'est-à-dire, il a des intonations allemandes, il y a des intonations arabes, il y a des intonations, donc il y a toute l'afro-américain, on a l'impression d'avoir des intonations d'un lointain langage des ancêtres qui se greffe dans l'intonation, dans la conduite de la langue sur l'anglais. Donc, pour parler de l'accent alsacien, je crois qu'il y a deux choses. Il y a deux sortes par rapport d'attitude à la deuxième langue, qui n'est pas celle maternelle. Il y a une attitude qui essaie d'épouser la musique, la mélodie de la langue, de la nouvelle langue, et l'accent qui reste, et encore ce sont des petits accents qui parlent donc de quelque chose qui est d'un arrière-fond,
qui est différent. Mais il y a les autres, et ça, c'est, je crois, c'est quand même, pour moi, ça peut faire problème. C'est les gens qui importent la langue maternelle avec la mélodie, le mélos, dans la nouvelle langue, qui la brouille complètement. Il n'y a que l'autre musique qu'on entend. Et donc, si on peut critiquer ou pas trouver d'une façon très belle cet accent alsacien, je crois qu'on peut le comprendre. Je commence peut-être par le nom de la rue où j'habite en ce moment, c'est Fischart. Là, nous avons un humaniste qui a traduit Rabelais, qui a transporté la richesse du vocabulaire de Rabelais en allemand, et donc qui était un passeur entre de la langue française, de la littérature française, dans celle allemande, et donc un grand écrivain satirique aussi. C'est peut-être un premier signe qu'il y a une scène littéraire alsacienne qui justement est très fructueuse par le fait qu'il y a cette entre-deux langues. Donc, j'ai parlé des premiers, donc Fischart. Puis, il y a naturellement la fameuse scène du Sturm und Drang, Goethe, Herder, Lenz. Puis, il y a Büchner qui écrit une langue qui est quelque chose comme un parler avec des petits accents qui est d'une modernité tellement extraordinaire. Lui, on peut le lire encore comme un auteur d'aujourd'hui, tandis que d'autres de son époque, sont beaucoup Krabbe ou d'autres, sont beaucoup plus datés dans le style. Puis, bon, je fais un peu, je passe comme ça au Stürmer du début du siècle du XXe, où je veux surtout parler de René Schickele, qui est un auteur que j'aime beaucoup, qui est malheureusement pas très... Disons, il est ni beaucoup lu en France, ni en Allemagne. C'est quelqu'un qui, avec cette façon de vivre entre deux cultures, deux chaises, etc., a un peu perdu son auditoire. Il y a un autre qui a travaillé avec lui et qui, lui, il s'est complètement défini après la Première Guerre mondiale comme seul allemand, mais qui était intéressant aussi, c'est Otto Flake. Et, il y a un roman qui est encore lu aujourd'hui, c'est le retour à Baden-Baden, Hortense, qui parle d'un Baden-Baden complètement français. C'est ça qui est intéressant, toute la mémoire française et culturelle de Baden-Baden. Puis, disons, il y a aujourd'hui, il y a des écrivains qui... par exemple, il y a des écrivains allemands qui vivent à Strasbourg, qui sont venus à Strasbourg pour y vivre et pour y vivre aussi autre chose, comme Barbara Honigmann, qui est venue pour avoir une vie
juifs à Strasbourg. Ça, c'est un sujet dont j'aimerais parler après, mais il y a aussi d'autres. Quand on pense à Sia Djebar avec les Nus de Strasbourg, ou Fatou Domé, ou qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, il y a naturellement Michel Deutsch et d'autres. Donc il y a une vie littéraire qui se fait à Strasbourg, qui justement se nourrit et de la France, et de l'Allemagne, et de l'Alsace, et qui est comme ça un lieu intermédiaire. Là, je voudrais quand même citer un auteur que j'apprécie beaucoup, c'est le tragédien italien du XVIIIe siècle, Alfieri, qui est venu en Alsace, Vittorio Alfieri, l'Alsace qu'il a déclaré être un petit paradis pour lui. Il était au sud, il est venu aussi par amour, il est venu avec une femme dont il est tombé amoureux, qui est la comtesse d'Albanie. Au sud, ils ont d'abord vécu à Colmar, puis ils vivaient dans un petit château à Wettolsheim, qui s'appelait Mardinsbourg. Et pour lui, dans son autobiographie, il décrit donc ce paysage d'Alsace comme un petit paradis. Il disait c'est notre petit paradis. C'est d'ailleurs là qu'il a écrit une de ses plus belles tragédies, Mira, quand il était donc près de Colmar. Et il a une édition de toutes ces tragédies qui était imprimée en 1789, a été imprimée à Kiel. Je suis très fière, je l'avais trouvé chez un antiquaire qui ne savait pas du tout ce qu'il avait, donc je l'ai eu pour très peu d'argent. Et donc, lui, là, il y a une édition d'Alfieri de ces tragédies imprimées à Kiel. Donc, il y a donc un vrai terrain pour la littérature, mais il y a aussi la musique. Quand on voit... Bon, il y avait Mozart qui était venu, qui est passé par Strasbourg. Il a joué de l'orgue à Saint-Thomas en regardant le tombeau de Maurice de Saxe, de Pigalle, qui, à mon avis, est vraiment c'est à la fois le modèle pour le Don Giovanni et pour le commandeur. Quand on voit avec quelle grâce il descend vers la mort, et en même temps, il est la statue en pierre. Donc il y a Mozart, il y a Strauss et Mahler qui se rencontrent chez Wolf, et Strauss lui joue chez Wolf au piano la Salomé. Et puis il y a eu Musica. Musica, c'est quand même la création d'un festival de musique contemporaine par Laurent Bell et après Laurent Spielmann, qui est quelque chose d'extraordinaire. C'est d'ailleurs à cette époque que je suis venue à Strasbourg. Je me souviens du colloque Varèse,
qui était fabuleux. Il y avait des concerts de Boulez, il y avait... Voilà. Donc, il a le côté musique, et puis, bon, il a le côté, naturellement, bon, ça c'était... il y a le Münster, il y a Saint-Thomas, le Münster protestant d'une certaine façon. Il y a une grande synagogue, ce qui est, je trouve, intéressant après tout ce qu'on avait détruit avant. Et puis il y a aussi cette vie, juive que, pour moi, qui venais d'Allemagne et qui avait vu une personne juive la première fois dans ma vie, j'avais déjà 24 ans et c'était à Poitiers. Donc là, il y a vraiment une vie juive, j'ai trouvé ça, et libre, et pas... disons, c'était, à l'époque où j'arrivais, c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est malheureusement, ils doivent aussi être protégés. Mais à l'époque, c'était vraiment libre, et on voyait le Shabbat, les familles dans les contacts et tout ça. Ça j'ai trouvé une chose très très belle. C'était comme on pouvait le trouver à New York, ou ouais, un peu comme ça. Donc, il y a ce côté-là, et puis, bon, il y a aussi du côté de l'art. Donc, je trouve qu'il y a une richesse culturelle, et ça, c'est quelque chose qu'on devrait vraiment aussi enseigner dans les écoles, et aussi pour toutes les populations qui ne sont pas d'origine européenne, pour qu'ils comprennent où ils se trouvent. Il y a quelque chose, je ne sais pas si ça existe dans l'enseignement en France. En Allemagne, on a dans les premières années des écoles des cours qui s'appellent... c'est un savoir sur ce qui est la Heimat. On appelait ça Heimatkunde. Et puis on apprenait, disons, l'histoire régionale dans ses monuments, dans ses traditions, etc. Et ça pourrait être intéressant pour tout le monde pour tous les gens qui vivent en Alsace, dans l'enseignement, pour savoir où ils se trouvent et de quoi est construit ces modes de vie qui ont une longue tradition, et qui ne sont pas seulement, disons, des éléments pittoresques pour je sais pas, pour quelquefois il y a des gens qui parlent de Disneyland ou une Alsace pour tourisme. Ce qu'on voyait, c'était le lieu où il y a le Grunewald, où il y a le Münster. Ils avaient compris, non, pour eux c'est la Deutsche Geschichte. Grunewald, c'est peintre allemand, le Münster est vu comme... est vu un peu comme le pendant du Münster de Freiburg. Et puis, il y avait très vite... bon, ça, on voyait chez des gens qui... d'une certaine couche sociale, c'était le lieu où on va pour dîner. Donc je me souviens, j'avais une fois
accompagné un ami dont la mère, elle était en train de chercher le lieu où les membres de la Reuchlin-Gesellschaft pouvaient faire un grand dîner. Et alors, on allait à la Vincennes, au moulin de Vincennes. J'étais avec. Mais je ne peux pas dire, il savait bien sûr que c'est maintenant français, mais en même temps, il y avait le regret que ça soit plus allemand. Et de toute façon, il savait que ça pouvait plus être allemand, parce que on disait, les Alsaciens, quand on leur parle allemand, ils répondent en français. Et quand on leur parle français, ils répondent en allemand. C'était un peu vu comme ça. Mais c'était plutôt le lieu où oui, les gens allaient à Strasbourg pour faire un beau repas. C'était un peu... certaines personnes, où ils faisaient les excursions pour voir... Bon, on a d'ailleurs, j'ai un souvenir, on avait fait une excursion avec du lycée pour voir la cathédrale. Et c'était surtout la cathédrale qu'on voyait. J'ai pas d'autres souvenirs. J'essaie un peu visiter la ville comme ça. Je crois que je peux pas dire plus. Il y avait des gens qui racontaient, que j'avais entendu, qui n'y allaient pas parce qu'ils disaient on nous aime pas, etc. Donc ça j'avais entendu aussi. Mais quelquefois il y a, disons, ça c'est inconscient. Quand j'étais à l'époque où j'étais assistante à l'université de Mannheim et j'avais commencé à travailler sur le théâtre et j'avais demandé de louer, d'avoir la caméra vidéo parce que je voulais prendre en vidéo un spectacle de l'attroupement pour mes recherches. Et alors... ils m'ont donné là. Bon, j'ai tout eu, j'ai signé. Et quand je suis revenue, tout le monde était complètement effaré que j'ai pris la caméra pour aller à l'étranger. Et celui qui a donné le permis, il n'y a pas pensé, il pensait que c'était... Il pensait pas, pour lui, c'était dans son inconscient, c'était allemand. Mais disons, c'était dans les années 70, en France, c'était la même chose. Hein. À Paris, les gens, quand on allait en Alsace, ils pensaient que c'était en Allemagne. Ça rentrait pas dans la tête des gens. C'était les Vosges, et après les Vosges, c'était plus... ce n'était plus la France, vraiment. Donc... disons, c'était des deux côtés. Mais peut-être des Allemands beaucoup plus, ils regrettent beaucoup. On a souvent entendu des regrets, parce que pour eux, c'est souvent une sorte... beaucoup de choses sont encore plus intactes, des choses qui ont été détruites par l'architecture, par l'industrie, dans les campagnes. Et en Allemagne, c'était encore pire, je crois, qu'en France, parce qu'on disait souvent l'Allemagne a été détruite des fois, premièrement par les bombardements, deuxièmement par les architectes. Je me demande, pour l'Alsace, comment concevoir l'Alsace avec toutes ces communautés qui se... sentent pas du tout
adressés par la question d'Alsace, ni par la question de la France, et qui vivent comme ça, comme des tribus séparées.